la vie chère net tout le monde well. Parce que là bas un ticket sur le devant $800, ils vendent $1000 qu'on y a. Ou acheter ça cher pour vendre pas qu'à vendre, pour payer machine ou pas qu'à faire comme là. C'est tout y a tout nous anti-fait, mettre nous net passer ça aller ouvrir nous pour nous aller. Mais Pétionville marché, on côté aller dans Saint-Pierre là marché. Là nous passer bonnet, gade pas fois nous passer tard. Mais gade pas fois bon là nous c'est veillant bas pour nous garder. Là pour bon hôtel femme boire là, garde veillant bas pour sortir. Là yo. M'pa besoin mari, m'gè petit. M'pa besoin mari. Non. Non m'te gen ton faire, c'est qu'on a m'a faire dit tout. C'est qu'on a m'a faire. Parce que garçon qu'on a femme yo besoin pour occuper yo, pour marcher lever bout de sac. Ou soleil battu, caoutchouc machine à battu, tout bagage battu net pour ba manger. Ba nan cause un vol ça. Ba non c'est que même ba non bagage ça. Client parce que au chita ou mettre maintenant figue. Même mon bagage un petit grain pain pour manger là ou presque pas ka. Yo jour bon mais on là so tabacher là, il rapper là pour rapper mettre sous. Et après me dit mon d'ap quitter commerce, ça m'a fait 2-3 jours cap. Et oui. D'ap quitter commerce ça va faire 2-3. Oui, pas de pense. Non, on est dans 88. Oui, Canal 11, merci. Merci pour ça. Parce que maintenant, nous voyons Pilate dans la fête Sainte-Rose-de-Lima. Ok, merci. Mais somme, mais tu sais ça, chaque matin, je me lève, je la ville, je l'acheter. Et en courir, en veiller. Je me dis comme moi, en bas la ville. Moi, je suis un malade qui souffre de tension, tomber tension. Bon Dieu fait boire, parler, camper. Ma bonne petite là, moi je m'abatte là. Bien de là, il était au fait 3 jours dans membre, les moi pas vendre, j'étais. Gouvernement va faire pour pas l'État, pas président. Parce que toute la vie chère, on va acheter $16, $17, arriver $18 même. Pas nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire. Puis mon nom, ou là pour payer l'école, pour payer caille. Non, ça va faire là dans payer caille. Ça pour ma traîne avec là dans nous manger là dans payer caille. Bah on est sérieux avec le pays ça. Parler ou mourir, pas parler ou mourir. Bagay chez l'ambouda nous pas manger, nous pas faire rien. Moi j'ai petit commerce là, nous reconnaissez ou ka fait la vie diavel. Pendant ce temps ou même moi chercher. Les moun ba koto li dit c'est ou ka fait la vie chère. Pendant ce temps ou acheter bagay yo tête nègre. Pas que là votre petite. Moun connaît bagay yo bon marché là, vinn acheter là mon c'est bagay 10 gouttes $3 mando. Ou même moi acheter tête nègre. On va acheter $50. Même 3 lots pour $100 au babay. Aïe, les gens viennent acheter la mon, ils ont acheté bon marché. On veut acheter tête nègre. Ça veut dire que ça coûte là, les couteaux tête l'argent. Canal 11 salut. On salue Canal 11. Ou pas l'État qui a pensé à vous. Et là, pour imaginer tant insécurité à libre que sauter. Il tellement bon que sauter ou dit tout est-ce qu'on va vivre. Parce que c'est sécurité pour gagner, pour une amélioration, pour tout bail et aller mieux, pour la vie chère descendre, pour malheureux fonctionner. Là nous pas capable. Imaginez un bloc glace ça pour m'acheter et dans $700 lié qu'on a. Longtemps avant combien nous te payer 180 $250 tout pas faire nous payer, je dis à vendre $700. On t'y m'a dit oui, il presque dans 100 gouttes là actuellement là. Alors pas qu'à vivre. Moi m'a fait de via forme de ça bon comme son monde cap la prière bon Dieu fait me grâce chaque jour. Même si me sorti il bam 50 gouttes, me dit merci. Il pas bon moi tout me dit merci. Eh bien, message pour me faire passer. M'obligé d'ici. Si l'État qui dirige, qui pense pour toute la population, nous avons besoin de sécurité dans le pays pour les gens circuler. Parce que je dis là,
Bon garanti qu'on te qu'on lever à 5h du matin, on va pas lever à 5h du matin encore. Ou te qu'on lever moins que 5h du matin, qui veut dire 4h, ou pas capable. Nous avons obligé tant les jours pour que tu vas mettre pied parce que la rue a pas bon. Et parfois ou qu'on que tu vas mettre pied ça pas bon pour vous. On prend y a vélo à gauche à droite. Ça veut dire que le pays a doit être stable, pour une sécurité. Monsieur l'État a un mot pour le dire, je ne sais pas qui mot l'a dit, il a choisi, il compte ça pour le faire. Et pour mettre en stabilité pour le monde vivre. C'est ça, je dis, monsieur l'État. Bon, nous remercions Canal 11. C'est un plaisir. Salut Canal 11. Et puis j'ai un problème pays, il n'est pas bon pour nous, il n'est pas bon pour nous-mêmes, il n'est pas bon pour nous, ni pour tout le monde, ni pour la famille, ni pour nous tous. Les bagages sont chers, il n'est pas bon pour nous, nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas vendre, nous n'avons pas l'argent pour acheter. Non, moi je suis passé par les gens. Malgré le gouvernement, il est cher, nous ne pouvons pas vendre. Mais prix au moins, il va un prix direct. Je dis au matin, là, on va l'acheter, il est bon prix. Demain, si Dieu veut aller, c'est un autre prix. Ça veut dire pas un prix direct. C'est l'eau venir avec l'eau, l'acheter, on va prix. Ça la mienne, on va acheter $35. Quand on va pour vendre $40 pour faire 25. Oui. D'accord, merci. Fun gâté, boy, on a passé si t'es carton. Fun gâté, boy, Andé à quoi c'est deux. Et petit mot que nous avons dit sur le plateau central, c'est que nous avons plusieurs types de bandits par rapport à l'expérience plateau central là. Il y en a qui ont des armes là, ou bien il y en a qui ont envoyé roche là, qui ont envoyé roche sous peine là. Et nous te dit que nous pas peur, nous pas jamais peur. Il y a un type de bandit ça. Il y a l'autre, c'est des gens qui ont utilisé la communication pendant que nous avons des milliers de monde qui étaient avec nous. Et pour d'autres, justement, monde qui allient à bandit, et bien, a dit que la manifestation n'est pas faite. Il y a des dirigeants peine qui cassé, il y a des têtes cassées. Pour décourager les gens. Les gens sont alliés bandits. Ok? Même gens, nous, au niveau international là, et il y a des lois qu'on voit, le président dominicain a parlé sur Haïti. Et pourtant, il y a un pays qui plus bénéficie de questions d'insécurité à tout, et bien c'est Dominicani. Parce qu'ils sont bien contents, puis les Haïtiens à investir là-bas. Donc c'est pour nous penser que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité. Nous. Parce que bah, ils ont pile. Et je dis à peine à prendre responsabilité. Peine de camper dans Gonaïve, nous mettons des milliers de monde dehors. Nous camper dans un chemin, nous mettons des milliers, mais nous connaissons un pile ennemi. Ennemi qui est lié avec banditisme là, qui a essayé d'écraser tout type de mobilisation. Et c'est peut-être ça que je dis à nous dire que peine pas camper. Et pour peine pas camper, il va continuer avec tout allié. D'ailleurs, dans pile allié justement qui rejoignent nous, tout allié que nous avons dans le studio, nous allons le programmer pour nous manifester le dimanche 26 juin au CAI. Après, nous allons aller au Cap, dans le nord, le 30 juin. Il y a un petit tout le monde, nous ne pas faire manifestation semaine ça. Parce que nous avons décidé dans peine que nous ne pas manifester pendant la fait examen officiel de fin d'année. Examen officiel de lundi à mercredi 9e, et puis après, il y a un examen pour économie familiale, jeudi, vendredi,
nous avons décidé que si année a, eh bien, si mon yo fin passer et toute année a, il va le faire test que pendant semaine ça, nous pas manifester, mais dimanche, on a pour prendre manifestation au CAI, ensuite au Cap, après examen officiel le 1er au 6 juillet et le 7 juillet, moi je crois que, eh bien, peine à n'importe quoi ça. N'importe quoi ça parce que nous pensons que jeudi a, moun pas ka kebe encore, qu'est n'importe côté où aller. Depuis son dirigeant peine, moun n'a rencontré, il dit qui ça n'a fait pour pays. Qui ça n'a fait? Et je dis à nous, au-delà de l'insécurité, nous avons anarchie. Regardez ça qui fait. Vite l'homme baille, on ultimatum, et maintenant bloqué. Il a annoncé, oui. Nous avons même dans la zone qui est victime. Il bloqué de tous côtés, et la police, l'armée, et le gouvernement, c'est comme si rien n'était. Ariel Henry descend dans le bureau, à contrôler comme ça dans le budget. Pendant ce temps, la population dans la zone, ça n'a pas de travail. Si il y a des gens qui sont malades dans la zone, ça n'a pas de travail, docteur. Comment on peut comprendre comme dirigeant politique pour nous arrêter à garder la question ça? Que les gens dans la zone qui dit qu'ils ne peuvent pas sortir. D'ailleurs, il dit qu'il y a des rendez-vous dans le palais national. Donc, il montre que c'est banditisme d'État. C'est parce que l'État n'a pas fait régler l'affaire qu'il y a un compte que la population a subi. Ariel Henry constaté, tout le monde constaté que les bandits, il y en a pas qu'un. Ils prennent logement. En pile bataille qui fait sur des dossiers d'importance, partant de Petro-Caribé, Dermalog et Latrier, tout là. Et puis je dis, ou il y a l'impression que le gouvernement est bien content qu'il a éliminé le dossier ça. Et quand pile monde qui est dans le gouvernement ça, qui aujourd'hui a ta bataille pour dossier sur aller, toute femme est bouchée. Et puis le parquet est livré au bandit. Est-ce que ça acceptable? Non. Nous-mêmes dans la peine, nous disons non. Nous disons, prochain rendez-vous à l'écaille. D'ailleurs, 5 départements bloqués depuis 1 an. Il faut nous dire débloquer Matissan. Parce que je dis, si il y a quelques personnes qui ont parti, mais il y a 12 millions de personnes qui ne peuvent pas déplacer dans le pays. Si il y a des gens qui ont fait business sur l'autre côté de Saint-Domingue, il y a pile de monde qui ne peuvent pas aller. Et les gens, est-ce que nous avons prêté garder? Est-ce que nous avons dit que, je dis, nous avons aux communautés internationales qui dit, il y a renouvelé BINU, peut-être Jean Théa. Qui ça nous-mêmes nous fait pour payer nous? Qui ça nous va le faire dans la situation? Ben, peine, je dis, ce n'est pas que le leadership nous voulons prendre, nous lancer. Ça nous lancer, nous avons besoin de leadership collectif avec toute organisation, parti politique, qui voulait que je dis, la situation ça, nous retirer. C'est peut-être ça. Nous dit, nous avons passé dans ces 2 grandes villes, dans le sud et dans le nord, avant que nous arrivions à Port-au-Prince. Et dans Port-au-Prince, c'est soit Ariel Henry, lui fait consensus là, pays a joindre un exécutif coupé fâché avec Bandio d'ici le 6 juillet, le ça pour nous marcher sous Bandio, ou bien Ariel Henry, allez. Parce que je dis à pays a pas qu'attendre, et c'est message ça que peine devait lancer dans la conférence de presse. D'après de presse. Attendez à quoi c'est deux. Din pas comme ça nous plaît et yo pas jamais quitté nous parler. Comment premier jour examen est passé? Très bien, très bien. Tout bagaille bien passé. Non, pas de stress, non. Non, mais nous tout fait point pour dans la NS1. Nous dit pour payer à changer, elle va changer. Comment le premier jour examen était vous? Premier jour examen était très bien et très douce. Bien fait, crasé. Moulé ça, bien rapide. Préparé pour l'autre 2 jours? Oui, je me prépare pour l'autre 2 jours, je fait 1200 points. Et si je suis à l'Orient international, il est vraiment bon tout. À quelle école vous sortez? Je suis sorti dans l'école institution classique Jacques Désigné, je suis tombé dans Michel de Montaigne, Delma 43.
Le téléphone, je me dis que vous avez passé, vous avez entré dans une nouvelle classe et changé de comportement. Merci. Comment premier jour examen était vous? Yo a nous en pile temps, yo couru ramasser faire la non men. Pas de temps pour communication française là tout? Oui, bien bagaille dans communication française seulement. Télévision. Télévision. Maman regarde ma passer télévision. Mon fils est voleur. Comment il est passé? Bon, pour première journée, ça a commencé bien. Et tout suivant était là à l'heure. Le ministère a porté examen autour à l'heure. Et candidats étaient là de très tôt. Jusqu'à présent, comme vous voyez, ça a bien marché. Et nous avons un deuxième examen pour journée. Le matin, on était composé dans communication française. Et après-midi, il a composé dans sciences expérimentales. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Nous étions supposés gagner 233 candidats. Malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, il y a 10 qui sont absents. Donc, jusqu'à présent, tout le bagage est OK. L'ironie du sort, on est ici, nous gagnons des groupes politiques qui sont très agités qui dans la zone. Mais quel que soit l'heure, nous comptons des mouvements d'Elma, l'école ici a toujours fonctionné. Toujours fonctionné. Sauf que avant l'école l'a fermée, je te voyais un petit mémo, moi je dis que directeur, tout lever camper qu'on fait tout toujours fonctionner. Nous allons lever camper dans le jour là, il faut camper avec nous. Mais pas de gain qui est fait, de travail normalement. Donc, je venu avec le sentiment que l'examen a bien commencé et puis il a bien fini, comme d'habitude. Mais oui. On dit, je m'a pas ajouté. Il y a 2-3 cas où on est stressé. Mais on connaît. En tant que responsable, si j'ai bousculé, je n'ai pas de temps, je fais un petit check pour me connaître dans quelle zone je suis sorti, quelle raison qui fait que je suis stressé dans l'état. Donc, il y a plusieurs, environ 4 comme ça. Qui présentaient des anomalies. Même comprendre tout, c'est par rapport à la question examen, peut-être pas préparé. Mais les capables, tout lié à la zone côté où sorti, ils viennent avec stress, etc. Mais c'est bien. Et pour 2 jours qui étaient, je souhaitais que les candidats prennent ça au sérieux, puis ils viennent composer, puis ils viennent bailler ça à apprendre pendant l'année de l'école. Moi-même, c'est Séjour Eman, directeur 3e cycle, École nationale fondamentale complète, République de l'Équateur, là où vous êtes. D'accord, merci. Fun gâté, ouais, n'a pas cité l'esco. Fun gâté, ouais, fun gâté, ouais, n'a pas cité. Attendez à quoi ces deux? Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et le parquet près la Cour de cassation que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie ne peuvent qu'applaudir la double démarche de l'unité de lutte contre la corruption ILCC d'élaborer un avant-projet de loi et de réaliser cet atelier de présentation du texte portant sur la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. L'unité de lutte contre la corruption ILCC s'efforce depuis sa mise en place en 2004 de ralentir, d'endiguer, d'enrayer le fléau de la corruption à travers le pays, à côté de l'unité centrale du renseignement financier ICREF ainsi que du système judiciaire haïtien dans son ensemble. Force est de constater que nos efforts n'ont pas encore permis à la société haïtienne de se retrouver sur la route convoitée.
le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Cour de cassation, tout en déplorant un tel état de fait, ne cessent de se questionner et de réfléchir sur les redressements à effectuer. Les chemins du changement qualificatif sont pavés d'obstacles divers de différentes sortes de difficultés. Moralité, honnêteté, bonne gouvernance, strict respect des principes, des règles, des valeurs, développement, progrès, tels sont les concepts qui me viennent à l'esprit lorsque j'entends parler de lutte contre la corruption. Ici et ailleurs, les sociétés contemporaines, dans leur élan d'avancement, répugnent la corruption en se dressant contre le phénomène. Pourtant, malgré les nombreux efforts consentis, le dilemme persiste ici et là. Comme pour nous laisser percevoir que des erreurs sont à corriger dans les différentes stratégies employées. Plutôt d'avoir les yeux tournés vers le grand mal, portons et fixons nos regards vers la solution du problème. Plutôt d'évoquer, de ressasser le cauchemar, appliquons-nous à centrer nos réflexions sur les résultats, à axer notre discours sur les objectifs visés. Il semble plus facile de cheminer vers ces attentes, ces aspirations, en cessant de lutter, par exemple, contre la violence, mais en œuvrant en faveur de la paix. Parallèlement, qu'il nous plaise, mesdames et messieurs les membres de cet atelier, de canaliser nos énergies dans le combat pour la moralisation de la vie nationale, pour le triomphe de l'honnêteté de la vie publique haïtienne. Merci à vous tous de m'avoir prêté attention. Merci. Des représentants et représentantes de la société civile, distingués cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs, au nom du protecteur du citoyen, j'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à la cérémonie d'ouverture de cet important atelier consacré à la présentation de l'avant-projet de loi visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Qu'il me soit permis d'adresser toutes les félicitations de l'Office de la protection du citoyen, à l'ULCC et à ses cadres qui réalisent un excellent travail. Monsieur le directeur général de l'ULCC, cadre de l'ULCC, mesdames, messieurs, la présentation de cet avant-projet de loi soumis à votre appréciation aujourd'hui constitue l'une des étapes importantes visant à consolider les acquis et à mettre le cadre juridique national de lutte contre la corruption en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, notamment les directives techniques adoptées en la matière. En effet, mesdames, messieurs, monsieur le directeur général, l'atelier que vous avez réalisé le 2 février de cette année sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information, sans oublier la création du circuit anticorruption lancé officiellement le 24 février dernier, s'inscrivent dans cette dynamique de renforcement des dispositifs normatifs haïtiens dans le domaine de la corruption. En sa qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, l'OPC se réjouit d'être parmi les témoins privilégiés de ces initiatives réalisées sur une base. Les premières lectures de l'OPC lui permettent de prévenir que l'adoption d'un tel instrument juridique évitera
que la corruption ne puisse continuer de prospérer dans une culture d'inertie, de secret et de silence. Toutefois, pour surmonter cela et promouvoir une culture de transparence et de responsabilité partagée, des mesures efficaces doivent être adoptées afin d'encourager la dénonciation légitime de la corruption et protéger les dénonciateurs de la victimisation et des représailles. En revanche, la protection des personnes victimes de diffamation et de dénonciation calomnieuse doit être assurée. Enfin, Mesdames, Messieurs, l'Office de la protection du citoyen croit que la réalisation des objectifs de lutte contre la corruption doit passer nécessairement par une vaste campagne de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté sur les méfaits de cette pratique qui constitue une entrave au développement du pays. Parallèlement, il faudra noter que la compétence, le professionnalisme et l'intégrité des magistrats sont essentiels pour le succès des efforts de lutte contre la corruption. Les décisions judiciaires cohérentes les unes avec les autres et fondées sur la loi supposent un environnement dans lequel les activités économiques fiables, transparentes et légitimes peuvent se développer et dans lequel la corruption peut être détectée et punie. Je vous remercie de votre attention. En droite ligne avec la politique du gouvernement de la République, l'unité de lutte contre la corruption amorce le débat sur le renforcement du système normatif anticorruption du pays à travers l'élaboration d'une série d'avant-projets de loi pour le moins indispensables dans la réussite de la lutte pour la transparence, pour l'imputabilité et la redevabilité. Cette dynamique traduit la volonté politique manifestée par les plus hautes autorités du pays de construire sur la durabilité en dotant la République d'instruments juridiques appropriés et adaptés à la situation continuellement évolutive et à des pratiques corruptives constamment renouvelées. Après le succès de l'atelier du 2 février 2022 sur l'avant-projet de loi portant le libre accès à l'information, l'ULCC continue cette belle et utile aventure en élaborant, conformément à l'article 18 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, cet avant-projet de loi phare visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Par cette démarche qui se veut vitale pour la démocratie et l'état de droit, Haïti est en train de répondre également à plusieurs recommandations internationales et à ses engagements pris par la ratification des conventions des Nations Unies et interaméricaines contre la corruption, qui toutes les deux soulignent avec clarté l'importance pour chaque État signataire de se doter d'un texte normatif protecteur des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs. C'est donc dans cette conscience que l'ULCC, suivant la ligne tracée par le gouvernement, a rédigé et présente aujourd'hui à la censure des cadres de toute l'administration publique, des représentants des organisations socio-professionnelles, des organisations de défense des droits humains
des organisations internationales, des associations de lutte contre la corruption, ce texte qui charrie une grande ambition qui est celle de reconnaître, de valoriser, d'encadrer et de protéger les lanceurs d'alerte, les dénonciateurs, les témoins, les experts et les victimes. Ce texte, j'ose dire, révolutionnaire, qui fixe également la responsabilité pénale de tout individu qui calomnie sous couvert de lanceur d'alerte ou de dénonciateur, entend étendre la qualité de victime indirecte à toute personne morale de droit privé qui se constitue partie civile suite aux dommages causés par une infraction en raison de son objet et ou de sa mission de défense des intérêts collectifs de portée générale. C'est un aspect fondamental. C'est une percée historique qui encourage le contrôle citoyen et facilite le déclenchement et la conduite des poursuites pénales contre des agents infracteurs. Mesdames, Messieurs, je veux à cette phase et pour finir saluer la passion et la compétence dont les cadres de l'unité de lutte contre la corruption ont fait preuve. Permettez-moi que je leur exprime publiquement et solennellement ma fierté et ma satisfaction pour cette belle œuvre juridique nourrie d'une expertise confirmée. Ils ont pris le temps d'analyser les forces et les limites du droit actuel. Et c'est à partir des limites et des insuffisances constatées qu'ils produisent et proposent de nouveaux textes juridiques. Par cela, l'ULCC a ouvert la voie à des innovations juridiques majeures, notamment dans le domaine de l'accès à l'information, de la prise en charge par la protection de l'identité des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs ou la protection contre les traitements injustifiés. Je suis convaincu que l'histoire retiendra les premiers pas géants allant dans le sens de la moralisation effective de la vie publique et du renforcement du système normatif haïtien dont chaque personne ici présente aujourd'hui se veut contributrice en accordant une place prépondérante au contrôle citoyen. Ainsi, j'ouvre officiellement l'atelier de ce jour. Je vous remercie. Andé à quoi c'est deux. Selon l'une des conceptions généralement admises, la fonction publique dont nous célébrons la journée en ce présent moment est considérée comme étant une grande école. Cette école, vous l'aurez compris, a comme adeptes les fonctionnaires. À l'intérieur de celle-ci, des valeurs sont partagées en vue d'aboutir à la performance axée sur l'efficacité, l'efficience et la productivité. Ainsi, comme dans les écoles ordinaires, on intègre la fonction publique et on y reste pour y passer du temps, du bon temps. La classe est continuellement constituée par des fonctionnaires dont la force, la vigueur et l'assiduité se renouvellent de génération en génération. Réserver une journée aux fonctionnaires, c'est comme attribuer le bulletin d'honneur aux intrépides dans leurs tâches. C'est comme décorer les guerriers après la bataille gagnée. Une seule journée de célébration pour des citoyens qui ont passé leur jeunesse, leur âge adulte et pour certains leur blanche vieillesse à cette grande école qui transforme. Ainsi, ne devons-nous ménager vraiment aucun effort à soutenir par de l'encouragement le dévouement manifeste de nos fonctionnaires. Il s'agit là d'un triple appel à comprendre sous l'angle de la rénovation du service et du service aux usagers. Rénover
parce que la fonction publique doit marcher au diapason avec le temps high-tech d'aujourd'hui. Il faut dématérialiser certaines pratiques administratives qui ne tiennent pour migrer vers le numérique un nouveau savoir-faire. Une fonction publique utile est celle qui fournit un service public. En dépit des contraintes, il ne saurait y avoir une fonction publique qui ne produit pas. Et la performance réelle en termes de valeur ajoutée de notre fonction publique se mesurera à travers l'aune des usagers du service. Chaque fonctionnaire œuvre pour le goût du maître, c'est-à-dire pour les usagers. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mon vœu d'une bonne journée de la fonction publique aux fonctionnaires, mais aux agents publics en général. Votre travail nous est honorable et sans vous, tout serait vain. Je vous en remercie. MRH, mesdames et messieurs les fonctionnaires, moi je dirais les agents de la fonction publique, parce que pour faire marcher le ministère, il n'y a pas que les fonctionnaires, mais il y a aussi les contractuels. Donc ils font partie de toute cette machine qui devait faire fonctionner justement le ministère. Mesdames et messieurs les directeurs et directrices, mesdames et messieurs les membres de la presse, c'est toujours un honneur doublé d'un plaisir de répondre aux rendez-vous réguliers du ministère du Tourisme. Mais quand c'est une célébration de ce calibre, le plaisir est d'autant plus grand. 10 ans depuis que je suis parmi vous, tantôt comme membre du cabinet, chef de cabinet, et maintenant avec le chapeau de ministre. Ces années dans la fonction publique ont été mes maîtresses. J'ai à la fois appris et grandi. Et cette famille que vous représentez, vous tous, cadres et personnels de soutien, ont joué un rôle important dans ce processus. Je vous en remercie du fond du cœur. La fonction publique regroupe l'ensemble des agents, comme je disais, qui occupent les emplois d'État, les collectivités territoriales et certains établissements publics hospitaliers. En ce qui nous concerne, au ministère du Tourisme, nous sommes au service de l'État haïtien pour veiller au bon fonctionnement et à l'avancement et à l'expansion de son tourisme. Notre mission est d'assurer les intérêts du pays sur le plan touristique et par ricochet le plan économique. Il est clair qu'une tête n'est rien sans son corps. L'institution du ministère du Tourisme d'Haïti en soi ne peut accomplir la mission qui lui est assignée sans les fonctionnaires qui s'activent à tous les niveaux pour faire marcher la machine à l'échelle locale autant qu'à l'échelle internationale. La fête de la fonction publique est l'occasion de célébrer, mettre en valeur et récompenser tous ces acteurs qui travaillent au quotidien dans divers départements. Sans l'aide particulière et l'expertise de chacun, nous n'aurions pas pu parvenir aux résultats obtenus ces dernières années. Aujourd'hui, je prends le temps de remercier en mon nom propre et celui du Premier ministre Ariel Henry que je représente, chaque employé qui pendant plus ou moins longtemps a mis son temps, son talent, sa bonne volonté au service du ministère du Tourisme en particulier et du pays de manière plus générale. Votre labeur, en des temps comme ceux que nous vivons, n'est pas passé inaperçu et vos efforts n'ont certainement pas été vains. Sachez que vous êtes grandement appréciés et qu'à quelque niveau que vous opériez dans la grande machine institutionnelle. C'est également une occasion pour moi, spécialement, je reprends, de remercier tous ceux et celles qui m'ont épaulé durant ces 10 dernières années. Que ce soit mes collègues directrices, Madame de Delva, et Monsieur Pierre, Monsieur Sinous, tous à tous les niveaux, que ce soit même Bellamy, ah ouais, donc à tous les niveaux, vraiment, vous êtes vraiment ma famille. Et la rencontre d'aujourd'hui se veut également un prétexte d'honorer ceux parmi vous qui se sont démarqués. Bien que tout le monde s'est démarqué, mais au moins on n'a pas pu honorer tout le monde. Donc, se démarquer par leur long passage dans la boîte et par leur acharnement au travail ou par leur présence remarquable et leur convivialité tout simplement. Vous avez semé et aujourd'hui vous méritez vos lauriers. Continuons à œuvrer dans le sens de la croissance, du renouvellement et de l'essor du tourisme haïtien de la face du monde et au nom d'une Haïti meilleure et de lendemain plus beau. Je vous passe un compliment et ceux du gouvernement de Dr. Ariel Henry, tout en vous souhaitant un succès continu.
Bon travail à tous et bonne continuité. Merci. Le fonctionnaire de l'année pour le ministère du Tourisme 2022 est M. Akili. Celui qui est le fonctionnaire de l'année. C'est le fonctionnaire de l'année. Vous avez vu que le parcours est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Bon, mesdames et messieurs, c'est vraiment un honneur pour nous au ministère du Tourisme d'avoir ce beau monde. Des gens très compétents, des employés contractuels et fonctionnaires très compétents. Nous avons une solution. C'est à tout le monde, à tout. Attendez à quoi c'est deux. Peuple haïtien. Yo vle la gen en gorgette nous le 24 juin k'ap vin là. 24 juin son date côté haïtien planter pied bois en pile. Mais en pile ti colon haïtien mêlé ak étranger vle la gen en gang nous yon plantation qui c'est un code pénal. Code pénal qui pral renverser société noire dans 5 à 10 ans, pi mal que j'en lié jodi a. Yon code pénal qui dit si moun capable d'entrer dans fait bagay à 15 ans. Médecin ou ap dit que l'on ti moun nan fait bagay dans l'âge 13, 14, 15 ans, li courir risque pour li faire ça le cancer de la matrice. Médecin yo ap dit ça. Et dans pays avancé, même yon chien qui gagne première règle, deuxième règle, pas qu'à enceinte. La police des animaux prend chien dans mes parce que ou pas qu'à gérer chien. Mais nous-mêmes nous dit, nous prenons la petit moun nou à partir de 15 ans, non fait sexe. N'a pas légalisé parce que vagabond ici besoin petit moun pendant qu'il a caché petit payo en France, il a caché petit payo aux États-Unis, il a caché petit payo au Canada, il a protégé petit payo la Caillou. Mais on veut finir avec petite population qui là. C'est même moun sa yo qui dit, qui ose, on dit oser, parler dans un code pénal de ça les prostitution timoun. Ça veut dire timoun qui la gen dans vendre corps pour l'argent. Et on compte ça qui grave, malfecté on mette là-dedans même de manière occasionnelle. Ça veut dire sou gen petit tout. On est fait le cadeau 5 gouttes. Avant, on a fait le cadeau 5 gouttes il faut le coucher, il y aurait ça prostitué de manière occasionnelle. C'est ça, monsieur, mettez pour nous dans le projet de société qui est le code pénal là. Dans le code pénal, ça m'a rappelé, on dit nous, que si moun yo capable d'entrer dans le bois alcool, alors qu'aux États-Unis, en France, au Canada, même le chevaux blanc, ou demandé pour acheter une bouteille d'alcool, il y a demandé il faut bailler ID ou faut bailler carte ou faut bailler passeport pour acheter un verre d'alcool. Mais nous même yo dit dans code ça, si ti moun n'a pas livré, il pas provoqué, et il pas livré non consommation abusive et excessive, pas de problème. C'est dans même code pénal ça, peuple haïtien, zami maman ak papa k'ap tandem, protestant catholique vaudouisant, franc-maçon k'ap tande yo, moun qui dans le secteur privé des affaires, qui dans la société civile là, dans même code pénal ça, yo dit si on moun force moun fait sexe, fait bagay avec bête, y a sanctionné moun qui force moun fait bagay avec bête là. Mais si vous faites des bagay ou pour quoi ak cabrit ou ak bœuf ou ak cochon, pas dans culture nous comme haïtiens. Haïtiens pas qu'on marie à cabrit ni ak bœuf. Haïtiens pas qu'on coucher sous même cabane ak cabrit. Ça pas dans culture nous, il pas répondre à mœurs nous. C'est dans même code pénal ça yo dit si on est candidat pour président jodi a ou besoin de pouvoir
ou qu'à mettre zam dans des jeunes petits garçons qui dans le milieu de grande vulnérabilité, nous n'avons pas de nos droits. Ou mettre zam dans la Tibonite, ou mettre zam dans le nord-ouest, ou mettre zam dans le nord-est, yo mettre gourmet pour kidnapper, tuer, violer, faire caler Jacques Soumoun, l'homme fin président, m'bral ba yo ça yo les grâces présidentielles dans l'article 216 code pénal débouche là. Li dit la grâce présidentielle fait retourner son bénéficiaire dans la jouissance de ses droits civils et politiques. Ça veut dire même moun sa qui te gen zam nan men qui a tué pays a, li capable vinn député, sénateur, président parce qu'il jouit de droits civils et politiques li. Code pénal ça, son code pénal, c'est les rats qui doit rentrer. Le fait que un monde qui a écrit code pénal là, ou une relation à cousine, à cousin, pas veut dire pour la gueule colette dans l'estomac société. Si vous avez TV ou mené garçon à garçon, fille à fille, c'est affaire pas ou pas qu'à venir mettre comme règle pour dire c'est ça la société doit suivre. Et c'est ça qu'on va nous aujourd'hui pour nous dire à la société le code pénal que nous entendons pasteur Grégory Toussaint lancer une pétition et il y a 175 000 personnes, maman et papa qui dit non déjà. Les barreaux disent non. Je ne des droits de l'homme. Parce que nous devons comprendre ce que fait droit de l'homme, pas parler. Les gens disent si moun entre dans l'alcool, il faut que le droit de l'homme t'a parlé. Les gens disent si moun fait bagay à 15 ans, il faut que le droit de l'homme t'a parlé. Je ne pas de yo. Parce que yo kage bagay pa yo, y a défendre tout comme y a fonctionné sur de yo. Mais nous-mêmes, je prends sur moi et sur le parti que je dirige la responsabilité pour me dire à la société, il faut nous camper contre l'obéissance. Il faut nous camper pour nous dire non, nous pas valer, il faut que le code soit corrigé, il faut que nous retirions fatra qui dans le code là, pour nous rendre le code là un code haïtien, qui va permettre petit moins, petit tout. Petit monde ça yo qui dans diaspora qui veut venir à n'importe quel moment retourner dans le pays yo pour yo songer petit yo venir dans Haïti que yo te connaît, Haïti que yo te remet, Haïti que yo même yo contribué pour l'IA. Je conclue pour vous dire que le code pénal de 2020 publié à travers le Moniteur, c'est une œuvre que ne pas qu'à jeter dans la poubelle. C'est une œuvre que nous devons quimber et pour nous travailler. Travailler pour nous permettre de répondre avec culture, nous, avec mœurs, nous, façon de vivre, peuple haïtien. C'est un code pénal qui ne doit pas venir pour venir craser la famille. Parce que nous, les sociétés aujourd'hui, parce que 10-15 ans avant, des travail pour famille ont été fait que vous pas fait. Nous demandons à monsieur dame qui est dans la commission que monsieur Ariel Henry Montéa pour yo prendre conscience et dit code pénal ça pas applicable au 24 juin, il y a prorogé délai et on va les petits pays qui ont connaissance dans le domaine qui pour corriger le code pénal là pour nous un code pénal haïtien qui répond avec désidérata et attentes peuple haïtien. Attendez à quoi c'est deux. Je remercie la presse qui est présente matin dans le bureau ministère de l'Éducation nationale pour participer à la conférence de presse et qui c'est la deuxième conférence de presse que je fais depuis que je suis dans le ministère, ça fait 6 mois. Conférence de presse, le ministère veut donner à la population information sur qui genre examen 9e année au passé. Qui leçons nous tirer de l'expérience ça, qui j'en a préparé l'examen baccalauréat, et puis je vais passer la parole tout de suite à la directeur départemental ouest, qui lui-même va bail public qui concerne l'information sur qui j'en a bouclé totalement pour ce examen de 9e année,
parce que les élèves, premier jour, pas de fait. 400 000 parents soulagés aujourd'hui. Parce que c'est eux-mêmes qui font tout sacrifice qui te permettent que le pays a accueilli dans 930 centres examens 200 000 timoun qui t'a passé épreuve fin scolarité obligatoire l'école 9 années. Le ministère profite de l'occasion ça pour remercier le gros combat qui était fait déjà dans le ministère avec toute direction technique concernée, avec 10 directions départementales qui te gagnent toute responsabilité pour capable organiser, réaliser l'épreuve ça parce que l'année ça, le ministère de prendre décision par voyer personne sortir de Port-au-Prince pour faire travail encadrement, ça va prendre les délégués municipaux, 10 directeurs départementaux, te prendre en charge et délivrer. C'est l'occasion tout pour nous remercier direction logistique ministère, ma part de direction administration pour que tout à fait qui gens mobiliser transport pour que matériel sensible, pour que l'examen arrive à l'heure, à temps et son vrai prouesse logistique dans l'occasion difficile ça gérer 930 centres d'examen ça. Ministère pas oublier personne. Travail ça pas possible tout, son vraie collaboration avec Police nationale d'Haïti. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de parler plusieurs fois pendant ce semaine-là avec le directeur général LB, avec Edupol, qui est composant de police communautaire dans la police, qui était encadré et permettre que l'examen soit réalisé sans violence, ni dans la zone métropolitaine, ni dans le reste du pays. Ce qui est important pour nous réaliser, c'est que le ministère il y a deux modalités. Le ministère fait sacrer l'évaluation nationale, c'est le moment où il prend temps pour qu'à travers tests standardisés que le bas élève, il mesure qui progrès le système n'a fait, évaluer le professeur, évaluer le gouvernement du système. Et c'est ça que nous avons fait ça il y a 2 semaines déjà avec l'évaluation nationale 6e année. Nous faisons finir l'épreuve côté 200 000 personnes passent examen 9e année fondamentale. Dans une semaine, dans vendredi 1er juillet, arrivé mercredi 6 juillet, le ministère va faire examen baccalauréat. Dans l'expérience que nous avons fait là, le ministère va mettre sous pied rapide au presto. Et chaque direction départementale a une responsabilité pour analyser plus bien qui côté, qui espace, qui l'école qui est capable d'accueillir 100 examens. Hier, nous avons fait une visite d'inspection, nous découvrons qu'un côté qui n'est pas approprié. Qui n'est pas approprié ni pour faire l'école, ni pour le centre d'examen. Et le ministère prend une décision pour ça. Donc, nous voulons assurer la population que nous avons fait tout ça possible pour que 100 examens, nous parlons de pour l'examen baccalauréat, c'est espace qui permettent de manière appropriée nous mesurer la performance élève. Dans la conversation avec Timounio tout, il plaignent et son dossier ministère pour analyser tout de suite. Parce que ce n'est pas normal pour un parent faire sacrifice, pour l'élève faire sacrifice, pour qu'au dernier moment, l'argent fait que le pas passer pour ça. N'a pas annoncé solution pour ça. Naturellement, concertation avec dialogue, nous supposons faire avec le secteur privé qui investit dans l'école pour que son solution gagnant-gagnant et petit mounio pas perdre l'examen parce que vous n'avez pas l'argent. C'est ça que je voulais dire pour l'examen 9e année fondamentale pour le ministère, son vrai succès. Malgré quelques incidents nous repérer, malgré peut-être gagné quelques volontés pour créer confusion avec une fausse vidéo qui a circulé sous examen. Naturellement, quel que soit le moment de violence santé fait, est condamnable, mais pas quel incident comme ça qui est passé l'examen du 20 au 22 juillet. Passer par là à directeur départemental de l'Ouest qui va avoir une précision qui s'activité pour faire l'examen. Merci, monsieur le ministre. Et nous saluons tout le monde là.
président de la presse qui est là, pour nous événement ça matin. Qui ça qui était pour faire pour nous boucler l'examen 9e année? Nous tous connaissons que lundi matin, nous avons deux zones département qui étaient des violences qui étaient empêchées que la population soit déplacée. Et si la population n'est pas déplacée, il y a des candidats qui sont composés qui ne sont pas arriver déplacés. Dans ce sens, dans le souci pour nous accompagner les parents et les élèves qui consentent tout sacrifice pendant l'année, une année qui pour nous qui réussit, puisque c'est une année depuis 6 ans, nous avons toujours l'école. Pour ne pas pénaliser les élèves, pour ne pas pénaliser les parents, le ministère a décidé pour nous accompagner les élèves pour combler, pour clôturer l'année, même j'ai le candidat. Ça veut dire que vous avez raté l'examen, premier jour, pour certains, il y a qui a raté le premier examen le premier jour, et bien le ministère prend décision pour que mardi 28 juin, au lycée national de Pétionville, nous avons démarré avec examen pour candidat. Pour ça, il est fait, candidat, parents, nous invitons dès demain pour passer dans le BDS de Pétionville qui trouve les sous-frères. C'est la BDS, c'est la bureau inspecteur, c'est là pour recevoir toute doléance candidat pour toute catégorie. Nous avons des élèves qui font déplacés dans le premier jour de violence, ils ont en retard dans cet examen, et puis le ça, c'est le deuxième examen qui fait. Ils ont raté le premier examen. Donc, il y a des possibilités pour les candidats participer le 28 au lycée national de Pétionville, il y a des possibilités pour qu'ils nous composer. Nous avons des candidats, c'est dans le deuxième jour, où vous avez une possibilité pour sortir, venir composer. Donc, il y aura le premier jour, et il y a des possibilités pour que tout candidat, quel que soit le cas, il y a des possibilités pour composer. Donc, l'examen a démarré le 28 au lycée national de Pétionville, et demain vendredi, et samedi, au BDR de Pétionville, qui est situé sous route frère, c'est frère 32, niveau 1, nous avons tous les parents, tous les élèves qui concernent, qui viennent porter doléances vini et le ça a enregistré pour nous permettre que tout le monde, tout sacrifice qui consenti déjà, parents, élèves, pour ne pas perdre l'année. Donc le ministère dit il ne peut pas quitter ça passer, il ne peut pas quitter tout le monde perdu tout le temps ça pour grand messie. Il n'a pas accompagné. Et nous dit mardi 8h. Mardi 8h pour tous les élèves et d'attendre tous les élèves dans le lycée national de Pétionville pour passer l'épreuve. Donc ce n'est pas jour 28 là, tout l'examen va faire. Mais on a démarré le 28. Je me dit que c'est au cas par cas. Il y a des candidats qui ont raté seulement le premier jour de l'examen. Il a fait 2 jours. Pour ça, il y a des candidats qui ont raté seulement le premier examen dans le premier jour, qui ont fait reçu. Donc ça arrive que un bon candidat, c'est seulement le premier jour qui a été proposé. Donc il y a fait des dépouillement actuellement dans le lycée avec le procès verbal pour regarder qui candidat qui rate, qui matière et comment on va avancer dans le dossier. Pour deuxième question qui a rapport avec l'examen qui est dehors, pour apprendre que l'examen est dehors à ça. Bon, c'est chaque année vous avez des examens dehors. Naturellement, de plus en plus, le ministère prend des décisions pour identifier qui côté fuite ça est et nous allons regarder. Et bien avant, de l'autre côté, nous allons identifier des côtés fuite à passer. Est-ce que c'est le inspecteur va examiner, il y a des directeurs qui malveillants, qui font une copie qui est dans le dehors. Et hier, le ministre avait monté, nous avons une sorte d'examen pour des suspicions sur l'école et il y a des décisions qui prennent. Nous avons obligé de faire direction départementale, gérer centre d'examen pour que tout le monde soit composé normalement et récupérer pour copie candidat. Donc, c'est vrai qu'il y a des bagages pour ça qui passent dans le centre d'examen et depuis longtemps, mais de plus en plus, on a certaines questions et on a regardé comment on résoudre une fois pour toutes le problème. Bonsoir, c'est Abdiane Yoxima, Radio Équipe de FM. Merci, Excellence Monsieur le Ministre et
mesdames et messieurs les cadres du ministère et mesdames et messieurs les représentants de la presse. Bon, dans quelques secondes, nous allons pouvoir suivre ensemble la présentation des données relatives à l'évaluation de l'impact de la violence armée sur les écoles situées dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince et de ses environs. C'est une enquête qui a été conduite par le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle avec un rôle prépondérant de la direction départementale de l'éducation de l'Ouest avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et cela au cours du mois d'avril et début mai de cette année. Et vous allez voir que si 3000 écoles étaient ciblées par cette évaluation, nous n'avons pu avoir accès pendant cette période spécifique à 976 d'entre elles seulement. Vous allez constater que ces données nous interpellent toutes et tous. Derrière les chiffres, derrière les statistiques, derrière le nombre d'écoles affectées, se cachent en fait des centaines de milliers d'enfants, de parents et de personnel éducatif traumatisés par cette crise violente qui a frappé et qui frappe toujours la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nous devons également avoir une pensée spécifique au personnel administratif, aux parents, aux enfants, aux étudiants qui ont subi des violences, qui ont parfois été kidnappés aussi, ceux qui ont perdu leurs ressources, leurs sources de revenus et leur maison, et obligés parfois de fuir la violence et à se réfugier dans des sites de déplacés plutôt précaires. De la présentation de cette évaluation et de ses résultats pour rappeler à tous les protagonistes impliqués dans cette violence armée l'urgente nécessité de protéger le droit à l'éducation des enfants, des jeunes, et ce, en ce temps de crise. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, nous lançons un appel à tous les protagonistes impliqués dans les violences armées, d'établir un couloir humanitaire, un couloir de paix, un couloir de non-violence, un couloir de protection pour tous les enfants, sans distinction aucune, pour qu'ils finissent leur cycle scolaire et puissent accéder aux écoles, mais surtout qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école en septembre prochain en toute sécurité. C'est leur droit et nous devons tous le garantir. Alors j'en appelle ici, je remercie déjà les médias et j'en appelle à l'appui des médias pour relayer cet appel au droit à l'éducation dans ces périodes difficiles que nous connaissons aujourd'hui en Haïti. Merci. Le ministère là, avec appui technique UNICEF, a réalisé une évaluation dans 8 districts dans la zone métropolitaine. 8 districts, c'était Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delma, Gantier, Port-au-Prince Nord, Port-au-Prince Sud, Pétionville, Tabar. Direction départementale ouest là, a fait déployer 40 équipes inspecteurs qui sont allés entrer dans la zone sensible. Ils ont fait aider de facilitateurs communautaires qui étaient capables de collecter l'information. Ils ont gagné une tablette, smartphone et parfois des formulaires imprimés parce qu'il y a des zones où ils ne peuvent pas aller avec les téléphones. Donc, sur un total environ de 3000 écoles dans la zone métropolitaine, seulement 976 écoles n'ont été évaluées parce que ce n'est pas toute zone qui est accessible. Les problèmes de sécurité sont tellement graves, ça va permettre à l'inspecteur de découvrir toute l'école. 976 écoles évaluées dans 8 districts. Avant la crise, là, il y a environ 270 000 élèves qui ont fréquenté l'école. Et aujourd'hui, dans la crise, là, nous arrivons à 218 000. Ça qui baille environ entre 50 à 60 000 élèves qui ne peuvent pas retourner à l'école. Donc nous sommes capables d'imaginer le risque qu'il y a que tout le monde soit recruté dans des groupes. L'école, d'après l'évaluation, les zones qui étaient plus affectées, c'était Port-au-Prince Sud, nous prenons la zone Martissan, et Cité Soleil et Croix-des-Bouquets. Ces zones qui étaient plus affectées par la violence. Maintenant, il y a 239 écoles qui, dans l'évaluation, qui perturbées, soit partiellement ou complètement. Ça veut dire qu'il y a une école qui peut arriver à fonctionner chaque jour
Et dans 239 là, il y a l'école, il y a 54 écoles qui fermées complètement. Next. L'école est fermée en grande majorité à cause de rivalités qui gagnent entre gangs, des rivalités entre gangs avec la police, et parfois même des problèmes d'accès à enseignants. Des enseignants qui habitent très loin qui ne peuvent pas atteindre l'école. Nous avons une carte qui montre nos parcours inspecteurs dans la zone métropolitaine. L'école qui est en rouge, c'est l'école qui est occupée par des gangs. C'est là les gangs qui fait quartier général dans l'école. Toute l'école qui est en bleu foncé, c'est l'école qui est occupée par des déplacés suite à la crise qui était passée dans les Croix des Bouquets à bord. L'école occupée, ça représente 8% dans le total de l'école qui est évaluée. Et dans le groupe l'école qui évalue qui 239 ça il y a 71% qui est occupé par les gangs. J'en ai dit. On a regardé une photo, côté dans l'école, l'inspecteur a fait photo en l'école qui gagne des trous de balles. Prochaine photo, on a vu l'école qui fermait très longtemps. On a regardé, nous avons des zèbres qui poussaient, etc. Donc l'école, ça nous va depuis combien de mois elle ferme. 290 directeurs de l'école disent que l'école, c'était la cible des acteurs de la violence. Dans 290, il y a 60% de l'école qui est victime de vandalisme. Ils ont perdu du matériel didactique, ils ont perdu archives, ils ont perdu mobilier et ils ont même perdu du matériel dans la direction. Donc l'école ça a vandalisé. Donc nous sommes capables de dire enfin que 20% dans toute totalité de 976 écoles, il y a 20% qui dit que route est bloquée, l'école n'est pas accessible. Pour ça, parce que il y a une station groupe armé qui a rançonné mon route là. Il y a tout qui c'est des barrages que la police mettait ou bien la mairie qui mettait des barrages dans la zone là. Et parfois tout gain de dépôt de déchets que après passage de la pluie, l'eau barrée pour accéder à l'école. Donc voilà en gros un résumé de situation de l'école dans la zone métropolitaine. Merci. Attendez à quoi c'est deux.
bien sûr pour le large public, sur les principes fondamentaux de la fonction publique, à savoir la continuité du service, son adaptabilité aux besoins du public et le principe d'égalité dans la distribution du service. Ensuite, parce que la fonction publique est dynamique, l'événement offre l'occasion de faire le point et d'envisager de nouvelles perspectives. Et surtout, il permet de saluer l'ensemble des fonctionnaires et de braquer le projecteur sur des agents qui, par leur comportement, par des initiatives innovantes ou la qualité de leur production, ont pris la ligne de démarcation qui conduit au laurier de la reconnaissance. Mes plus chaudes félicitations vont à cela. Et puis, la singularité de notre pays, avec le poids considérable de l'administration publique, en tant que plus grand pourvoyeur d'emplois, rend cette célébration plus légitime. C'est donc pour l'État haïtien une obligation de relever le défi d'une bonne gouvernance administrative, d'une fonction publique organisée et opérant pour la totale satisfaction des usagers. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, la mise en œuvre efficiente de l'agenda 2030 fixant les 17 objectifs de développement durable passe inévitablement par l'instauration de services publics de qualité et la modernisation de la fonction publique qui constitue les ressources humaines dont dispose l'administration pour mettre en œuvre les politiques publiques et améliorer les conditions d'existence de la population. L'appui à la réforme de la fonction publique devient un sujet clé pour la transformation des institutions et se révèle en effet être un accélérateur de l'atteinte des ODD. L'adoption du programme de modernisation de l'État 2023 témoigne de la volonté de l'État haïtien à garantir une fonction publique efficace, plus attractive, plus compétitive, respectueuse de l'égalité des chances, de l'égalité des sexes, de l'équité de genre, du respect des droits des personnes à besoins spéciaux, des principes de déontologie et d'éthique, sans faire abstraction de la promotion du mérite et de l'excellence. Madame, Monsieur, l'axe 3 du pilier 1 du programme de modernisation de l'État, PME 2023, a défini des actions visant à améliorer la gestion des ressources humaines par la mise en place d'une fonction publique revalorisée, d'où le thème retenu par l'OMRH pour la journée mondiale que nous célébrons aujourd'hui, une fonction publique rénovée au service des usagers. Cette célébration est l'occasion pour l'administration publique haïtienne, à travers Monsieur le Premier ministre, de mettre en avant et d'apprécier le dur labeur des agents de la fonction publique afin de susciter l'intérêt des jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, permettez-moi de saluer et de remercier le Premier ministre, son Excellence, le Dr Ariel Henry, ici présent avec nous, pour son engagement à poursuivre les travaux de rénovation de la fonction publique et de l'appareil administratif de l'État en soutien au développement socio-économique et durable du pays. Mesdames, Messieurs, le vocabulaire que je veux utiliser ne saurait exprimer la profondeur de la gratitude et de la reconnaissance de l'administration publique à votre égard. Rénovation de la fonction publique, gouvernance électronique. Ce sont entre autres les axes du pilier 1 qui constituent un vaste chantier de l'État à votre charge, vaillants fonctionnaires, avec pour vision la satisfaction des usagers
pour la délivrance des services de qualité fournis par une administration publique performante et agile, développant ainsi une relation de confiance entre les usagers et l'administration et offrant également un environnement de travail moderne aux agents publics. Je voudrais rappeler à l'attention de tout un chacun que les fonctionnaires demeurent le pivot central autour duquel est définie et implémentée l'action publique. Le rôle central des agents publics requiert que l'amélioration de leurs conditions de travail soit aussi au centre de la réforme. À ce titre, l'axe 3 du PME 2023 prévoit un ensemble d'actions visant, entre autres, à organiser la carrière dans la fonction publique, lui doter d'un système de rémunération équitable et incitative, améliorer l'environnement de travail, favoriser le développement des compétences des fonctionnaires. En dépit des contraintes de toutes sortes, je voudrais vous garantir qu'en collaboration avec les parties prenantes, l'OMRH s'attelle à mettre en œuvre les actions visant à redynamiser les ressources humaines de l'administration publique et à améliorer les conditions socio-professionnelles de nos fonctionnaires. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, au nom du Premier ministre ici présent, chef de l'administration et en mon nom propre, en qualité de coordonnateur général de l'OMRH, je vous renouvelle l'expression de mes dignes hommages et voudrais, pourquoi ne pas le dire, vous demander de continuer à consentir ces gigantesques efforts qui garantissent la continuité des services publics et à coup sûr contribuent à la pérennité de l'État. Une fonction publique rénovée au service des usagers, oui, nous y parviendrons grâce à vous et avec vous dans l'intérêt de la grande collectivité. Qu'il me soit permis de saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires nationaux et nos amis de la communauté internationale pour leur appui technique et financier à la mise en œuvre du PME 2023. Mes remerciements vont en particulier au programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial, AJLDT, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour accompagner l'État haïtien dans ses actions de réforme. Je salue la présence de la représentante résidente active du PNUD en Haïti, Mme Stéphanie Zibel, ainsi que le directeur du projet AGLDT, M. Irvin Gentil. Je tiens à remercier également tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont permis de réaliser cette activité aujourd'hui, notamment mes collaborateurs de la coordination de la fonction publique, en particulier Maître Boussiko, et les troupes du Théâtre National et l'Institut National de Musique, sous la houlette du DG Yves Penel. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Madame la représentante du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames, Messieurs les responsables de ressources humaines, distingués invités, Messieurs les représentants du secteur médiatique. Déclarée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée du 23 juin consacrée à la fonction publique est une journée internationale ayant pour but de mettre en valeur le rôle des administrations publiques dans le développement des communautés, comme l'a fait ressortir une communication du Bureau des Nations unies. S'engager au service des autres et de l'intérêt général, se mobiliser pour tous les citoyens, agir sur tout le territoire, c'est ce que font tous les agents de la fonction publique. Et depuis 2003, date de la proclamation de cette journée internationale, chaque année, toutes les nations affiliées
s'organisent pour commémorer à juste titre cette journée à l'orée de la saison estivale. À l'instar des pays membres, Haïti n'a jamais raté cette précieuse occasion pour mettre à l'honneur la fonction publique, notamment en citant à l'ordre du jour des employés modèles qui attirent l'attention des uns et des autres dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ainsi, nous voilà donc réunis aujourd'hui dans le cadre de cette commémoration annuelle. Et c'est pour nous un privilège et un honneur, tant qu'en mon nom personnel et celui de tous les agents exemplaires proposés et retenus cette année, de pouvoir exprimer notre pleine satisfaction et de témoigner notre profonde gratitude à tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation de cette présente manifestation et qui nous ont permis d'épingler un fleuron symbolique, une distinction réconfortante à notre palmarès de fonctionnariat. Nous réalisons bien, comme nous faisons le constat en ce moment même, que notre savoir-faire, notre dynamisme, notre comportement disciplinaire, associé à une ferme volonté de servir, ne sont pas passés inaperçus jusqu'à pouvoir mériter le satisfecit des supérieurs hiérarchiques sélectionneurs. C'est d'ailleurs un motif d'encouragement pour nous autres récipiendaires, tout comme c'est un moyen incitatif, attractif, susceptible d'inviter, d'exalter les multiples strates de l'ensemble des unités de la machine administrative nationale, à favoriser leur coefficient professionnel, à s'atteler à la tâche avec un esprit de persévérance, d'altruisme, de probité et d'efficacité, puisque un jour ou l'autre, d'aucuns seront pris en compte et seront couronnés de fierté comme les distingués de ce jour exceptionnel. Pour en conclure, nous aimerions citer le pénultième secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans un message adressé en 2016, nous citons « Tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. La fonction publique doit être diverse et éthique. Elle doit être au service de la population, améliorant la vie des plus pauvres et des plus misérables. » Fin de citation. Alors, œuvrons ensemble pour motiver davantage tous les fonctionnaires publics aux fins de la modernisation de l'État, comme le prônent les organisateurs locaux de ce grand rendez-vous annuel, dans la perspective de construire une fonction publique rénovée au service des usagers. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Madame Salada, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique haïtienne, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'administration publique, chers partenaires, collègues, collaborateurs. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, est heureux de s'associer aux autorités haïtiennes dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de la fonction publique. Et je me réjouis personnellement de pouvoir me joindre à vous en tant que fonctionnaire public international.
Comme ça a été dit, cette journée mondiale a été proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations unies et elle met en valeur le rôle de l'administration publique dans le développement et auprès des communautés. Pour célébrer la journée internationale, l'Assemblée générale encourage chaque année ses États membres à organiser des activités pour souligner la contribution du service public au processus de développement. Le service public au niveau international et au niveau national a en effet un rôle décisif à jouer dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le 23 juin est l'occasion de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Des institutions efficaces, responsables et inclusives sont essentielles pour atteindre ces ODD. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 a également reconnu que les gouvernements ont la responsabilité principale de la mise en œuvre de ces objectifs et d'en assurer le suivi et l'examen au cours des 15 années de suivi, au niveau national, régional et mondial. L'une des premières mesures que les gouvernements prennent pour mettre en œuvre ce programme est souvent de façonner les dispositifs institutionnels afin de piloter la mise en œuvre des ODD et évaluer leur progrès. Aujourd'hui est non seulement une journée de commémoration, mais aussi et surtout une journée de réflexion nationale pour évaluer le travail qui est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État, baptisé PME 2023. En effet, après le programme cadre de réforme de l'État, le programme de modernisation de l'État, établi en 2018, a pour mission de mettre le citoyen et les usagers au cœur de la réforme de l'administration publique afin de leur offrir un service de qualité et équitable. Ceci à travers divers grands chantiers, en particulier la déconcentration des services publics et la décentralisation de l'appareil de l'État. L'administration publique, pierre angulaire de la vie humaine, du travail des gouvernements, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie humaine. Réinventer l'administration publique est une voie positive et nécessaire pour aller de l'avant. Sans modernisation et transformation de l'administration publique pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, il sera impossible de réaliser un avenir meilleur pour tous. Au lieu de faire un bilan exhaustif, je dirais tout simplement qu'il nous reste du chemin à faire ensemble, car le développement et la redevabilité mutuelle restent une dynamique en évolution constante. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler que le principe « ne laisser personne de côté » cadre bien avec l'activité de ce jour, car il tire ses origines dans le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui font de nous des êtres libres et égaux en droit. La fonction publique, cette vocation, doit être au service des usagers, puisqu'elle est conçue pour faciliter le bien-être auquel nous aspirons tous et toutes. Monsieur le Premier ministre, notre présence à cette célébration est pour renouveler notre engagement de continuer à appuyer l'OMRH dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État à l'horizon 2023, et même au-delà de cette date, pour que toute structure de déconcentration soit mise en place et que les 149 communes du pays puissent assurer pleinement leurs fonctions selon les champs de compétences qui leur sont dévolus. Monsieur le coordinateur de l'OMRH, pour mieux mesurer les progrès accomplis, nous sommes prêts à accompagner votre institution dans la finalisation du plan d'action du PME 2023, dans la mise en œuvre du dispositif de suivi en lien avec la décentralisation, dans la concrétisation d'un programme de renforcement des capacités des structures déconcentrées qui sont d'abord mises à place à titre pilote afin de dupliquer à l'échelle nationale sur la base des leçons apprises. Je m'en voudrais, avant de terminer, de ne pas remercier le gouvernement du Canada qui accompagne l'ensemble de ses activités en matière de réforme de l'État à travers le projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial. Nous sommes sûrs d'y arriver si nous conjuguons nos efforts
de services publics collectifs selon une vision égalitaire et axée sur le développement durable pour Haïti. Mesdames, Messieurs les cadres de la fonction publique, je joins ma voix à celle du représentant résident du PNUD et toute notre équipe pour vous souhaiter une bonne journée de commémoration et de réflexion. Je vous remercie. Nous commémorons ce jeudi 23 juin 2022 la journée mondiale de la fonction publique. Une journée qui a pour but de mettre en valeur le rôle, le travail des agents des administrations publiques, d'encourager les choix de carrière et de valoriser la contribution du secteur public au processus de développement. La fonction publique a pour devoir de fournir des services de qualité à toutes les couches de la population, que ce soit les couches privilégiées que les couches les plus démunies. Cette fonction publique a également le devoir et la responsabilité de faire montre de transparence dans ses différents choix et en même temps de promouvoir l'égalité de genre et le respect des choix de chacun pour atteindre les objectifs de développement durable. Mesdames, Messieurs, parallèlement à cette célébration, les ministères et institutions publiques ont été invités à consacrer un temps au questionnement, à l'évaluation, à l'encouragement et à l'appréciation du travail de leurs différentes catégories de personnel. C'est le moment de prendre un peu de recul pour valoriser la contribution des agents publics de la fourniture de services aux usagers. Il s'agit de faire la promotion du professionnalisme, de récompenser l'excellence, d'encourager l'innovation et de mettre en avant les principes de bonne gouvernance. Nous devons tous admettre que dans la conjoncture économique et sociale actuelle, celles et ceux qui ont l'opportunité de servir l'État sont en fait des privilégiés. Combien de jeunes bien formés, d'universitaires chevronnés, de professionnels de haut calibre souhaitent de tous leurs vœux intégrer notre administration publique. En ce jour, nous devons prendre le temps d'évaluer également la qualité des services que nous offrons à nos contribuables qui ne cessent de se plaindre du mauvais accueil dont ils sont parfois victimes. Pour plus d'un, hélas, parler de la fonction publique haïtienne, c'est faire référence au laxisme, à la corruption. Nous devons tout faire pour changer cette image négative. Les fonctionnaires qui vont être honorés ce matin représentent un échantillon parmi toutes celles et tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie à servir la collectivité durable. Pour bien accomplir sa mission, la fonction publique a besoin de se renouveler. À ce sujet, j'enjoins le ministre de l'Économie et des Finances et le coordonnateur général de l'OMRH d'accorder une attention spéciale au programme incitatif de départ à la retraite des fonctionnaires en vue de rétablir l'équilibre générationnel, de poursuivre le rajeunissement de l'administration, de favoriser l'intégration des jeunes universitaires et de nos cadres de la diaspora. Mesdames, Messieurs, la célébration de cette journée mondiale 2022 ne doit nullement occulter votre responsabilité en tant que principal protagoniste dans la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État.
Comme vous le savez, seule une administration rénovée permettra de renforcer la résilience de notre service public. Permettez-moi, dans le même ordre d'idée, d'adresser mes sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette grande fête, réunissant tous les secteurs de la vie nationale en ce moment solennel de la valorisation de la fonction publique. Je veux remercier en particulier le programme des Nations Unies pour le développement, pour son support à l'organisation de cette manifestation. Mes remerciements vont également aux responsables des différents ministères et organismes de l'État, à l'Office de management et des ressources humaines, en la personne de son coordonnateur général, Maître Jean-Rodi Ali, et à tous les collaborateurs de l'OMRH. Je renouvelle à tous les fonctionnaires et agents publics mes souhaits de bonne fête et les souhaits que vous ayez une prometteuse carrière dans la fonction publique. Je vous remercie. Fun got day, why, Fun got day, why, on a passé si t'es carton. Fun got day, why, Andé à quoi c'est deux.